Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. À l'aube de cette nouvelle année 2026, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2026, de la santé, de la prospérité et tout ce qui peut contribuer à vous faire évoluer dans cette société française. Et je suis absolument ravi de vous retrouver en ce début d'année 2026 à l'aube de nouvelles découvertes littéraires comme un jardinier qui s'émerveille devant les premières pousses du printemps. Ensemble, nous allons continuer notre voyage au cœur des mots, des idées. Nous allons continuer notre voyage à travers des livres, des recueils de poésie, des romans, bref, tout ce qui peut élever l'homme, et en particulier celles et ceux qui vivent au sein de notre communauté haïtienne. Nos compatriotes écrivent beaucoup, les hommes, les femmes, et chaque semaine, il y a un nouveau livre écrit par un Haïtien. Bref, il y a de la fiction, il y a aussi des réalités, et c'est le cas sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons comme invité une dame qui passe de présentation au sein de la communauté haïtienne de France, car elle est invitée partout depuis qu'elle a publié ce magnifique livre qui s'appelle « Être marié n'est pas le plan A ». C'est-à-dire que sa position est féministe et c'est elle, pendant 1 heure, qui va nous accompagner. Je vais lui poser des questions et pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission et savent qu'à la fin, il y a des séquences où Mademoiselle Pierre cotise Pierre. Alors, la première question, et Madame Pierre, cotise, c'est ton vrai prénom ou bien c'est un prénom inventé? Déjà, bonjour Maguet, merci de m'inviter. Alors, Cochise, c'est mon prénom qui a été choisi par mon père. Et je porte aussi le prénom d'une personne. Il y a une première Cochise avant moi. Et c'est un prénom qui est inspiré du nom de la page autochtone, Cochise. Donc, c'est un vrai prénom. D'accord, merci de nous éclairer, car il y a beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs qui posent cette question. Est-ce que Cochise, c'est son vrai prénom? Eh bien, aujourd'hui, nous savons que c'est son vrai prénom. Cochise, quand on a écrit un livre comme celui que vous venez d'écrire, Être marié n'est pas le plan A, est-ce que ce n'est pas un appel aux jeunes filles de ne pas se marier? C'est un appel aux jeunes filles de ne pas se marier n'importe comment et à n'importe quel prix. C'est ça la suite de la phrase. Parce que se marier sera toujours un choix personnel, sera toujours d'actualité, mais c'est important de ne pas le faire dans n'importe quelle condition. C'est ça surtout l'essence de mon livre. Et j'ai lu ce livre, j'ai été frappé par une continuité linéaire dans les idées féministes. Et on sait très bien, au sein des familles haïtiennes, les idées féministes ne sont pas courantes. Et toi, est-ce que tu peux nous expliquer... Alors, on va se tutoyer, oui. parce que ce serait plus facile. Et est-ce que toi, tu peux nous expliquer par quel mécanisme, comment tu es venu à non seulement avoir des idées féministes, mais de les écrire sur un papier pour les faire partager? Pour commencer, j'ai eu une éducation féministe. Mon père est féministe. Donc, les idées féministes que j'ai ont déjà, dès le départ, été insufflées par mon père, parce que déjà, je vais à l'école. Une jeune fille qui va à l'école, j'ai fait l'école congréganiste Collège Maria, donc c'est déjà un choix qui est assez fort de dire je veux une meilleure éducation pour mon enfant. Ensuite, les messages que je recevais, par exemple, mon père me disait Cochise, tu n'es pas une simple femme, mais un être humain puissant. Mon père me disait toujours, tu peux diriger un pays, tu peux aller le plus loin possible. Donc j'ai toujours reçu et écouté des messages féministes. Et également, j'ai toujours été entourée de femmes extrêmement fortes, extrêmement intelligentes autour de moi. Et moi aussi, je suis une grande observatrice. Depuis très jeune, j'observe aussi les rapports hommes-femmes, les rapports sociaux. Et j'ai conclu qu'il y avait beaucoup d'inégalités, beaucoup à défaire. Et voilà.
Alors, voilà ce que tu as écrit. Dans une société patriarcale qui conditionne les filles dès le plus jeune âge à faire du mariage leur plan A et à chercher le prince charmant, quitte à renoncer à leur bien-être et à leurs rêves, il devient urgent de proposer une autre narration. En quoi consiste cette nouvelle narration? Cette nouvelle narration, c'est pour dire aux jeunes femmes, aux femmes tout simplement, que le mariage ne les définit pas en tant qu'être, en tant qu'individu, c'est la première chose, et qu'il y a tellement de plans, de projets à réaliser avant ou après le mariage. Et ensuite, c'est aussi pour leur dire qu'elles sont des femmes extrêmement puissantes, qu'elles ne doivent pas se laisser limiter par leur genre, parce qu'on est dans une société patriarcale qui dit souvent aux femmes, parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc ce n'est pas limité par ton genre. Et aussi, c'est un message pour dire qu'il y a des rêves plus grands à poursuivre que le mariage. Parce que tout le monde ne va pas se marier, de toute façon. Et aussi, si on est dans un mariage, ça ne fonctionne pas, eh bien, notre identité et notre valeur ne s'arrêtent pas avec ça. Il faut continuer, il y a d'autres projets. Donc, c'est un livre où j'ai proposé près de 26 plans pour que les femmes puissent jongler, naviguer et choisir. S'épanouir. Et s'épanouir, oui. Et moi, j'ai compris, Oui. dans ce livre, tu dis aux jeunes filles, écoutez, le mariage, c'est bien, mais par exemple, on peut privilégier l'éducation sur le mariage. Comment tu expliques ça? Je l'explique parce que, en tant qu'individu, une femme en tant qu'individu, admettons que tu finis les études à 18 ans, les études classiques à 18-19 ans, il y a tellement de chemins en fait. Il y a des masters, des doctorats, des spécialisations, des entreprises à créer. Le mariage peut attendre qu'on ait 35, qu'on ait 40 ans. On n'est pas obligé de foncer en fait, la tête la première dans une institution qu'on ne maîtrise pas forcément, sans avoir pris le temps de connaître qui on est, sans avoir pris le temps de connaître ses véritables rêves, ses véritables passions, sans avoir pris le temps de réaliser aussi quelque chose, d'avoir un nom avant d'être la femme de quelqu'un. Donc c'est tout ça que je dis. Donc prioriser autre chose, ça peut venir, ça peut ne pas venir le mariage. Il y a d'autres choses à faire. Mais écoute, tu sais très bien que Oui. au sein de la communauté haïtienne, dès que la jeune fille a 25 ans, 30 ans, la plupart des parents poussent leur fille à se marier. Comment tu vois cette dualité entre ce que tu proposes comme épanouissement féminin et, je dirais, la sociologie haïtienne qui les parents notamment, qui poussent leurs filles parfois à se marier dans n'importe quelle condition? Alors je pense qu'il faut avoir le courage de dire que c'est dangereux. C'est dangereux que des parents poussent leurs filles à se marier dès qu'elles ont 20 ans, dès qu'elles ont 25 ans ou qu'elles vont avoir 30 ans, parce qu'on peut observer qu'il y a énormément de violences conjugales, énormément de féminicides. Moi, personnellement, j'ai perdu des amis parce qu'elles ont été forcées ou ont été poussées à se marier dans n'importe quelle condition. Donc, on peut voir que ce message détruit des vies, que ce message détruit aussi des rêves. Il y a des filles, juste parce qu'elles sont enceintes ou parce qu'elles se sont mariées par pression sociale de leurs parents, eh bien, elles mettent toute leur intelligence entre parenthèses, tous leurs rêves entre parenthèses. Donc, cette pression brise des rêves de femmes. Donc il faut vraiment qu'on ait le courage de dire à nos filles, à nos sœurs, que les parents disent, écoute ma fille, comme mon père me l'a dit avant, tu as d'autres rêves. Vas-y jusqu'au bout de tes rêves. Peut-être qu'en chemin tu te marieras et ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Tu peux encore accomplir et avancer. Et c'est ce message qu'il faut dire, qu'il faut en fait vulgariser vraiment à toutes les jeunes femmes, à toutes les femmes, pour qu'elles comprennent que leur identité n'est pas le mariage et que ça peut être dangereux aussi. Oui, mais tu sais très bien qu'il y a des institutions religieuses qui vont à l'encontre de ce que tu viens de dire là. Et on sait aussi qu'autisme, au sein de la communauté haïtienne, nous avons beaucoup de compatriotes, des femmes qui ont été victimes. Il y en a même qui en sont morts. Est-ce que, entre l'institution et toi, avec des idées généreuses, de l'épanouissement des femmes, quand je dis femmes, c'est pas seulement haïtienne, parce que ton discours ne vise pas seulement les haïtiennes. Ton discours, c'est un discours, et je dirais, international. Si. Et
comment tu vas te prendre avec les institutions qui sont dans l'ordre de la sociologie et particulièrement en ce qui concerne la société haïtienne? Je pense qu'on peut concilier les deux. Il faut juste enlever, quand je peux dire, les œillères qu'on a sur l'institution du mariage. Parce qu'il faut réformer l'institution. Il faut enlever, par exemple, l'oppression qu'il y a dans le mariage. Par exemple, le droit qu'on donne à un mari de dire, voilà, je suis ton chef, ton corps m'appartient, tes rêves m'appartiennent. Donc, il faut qu'on puisse dire que c'est une institution où les deux personnes ont la même valeur, ont les mêmes droits. Et la femme autant que l'homme, surtout la femme, parce qu'elle a le droit de s'épanouir dans ce mariage. Il faut qu'on réforme, en fait. Je pense que c'est possible de garder le mariage. C'est très beau que deux personnes qui s'aiment puissent être ensemble. Mais dès qu'on rentre dans l'institution, automatiquement, cette oppression, cette domination du mari ou du chef sur la femme, on peut revoir et concilier les deux. Ça, c'est le volet éducatif. Parce que nous, notamment les garçons haïtiens, beaucoup d'entre nous, 90% d'entre nous, ont été très mal élevés. On ne fait pas des tâches ménagères, on laisse ça à la petite sœur. Bref, c'est tout un système éducatif, non seulement familial, mais l'école à revoir. Alors moi, j'aime dire en fait que les petits garçons, on peut les éduquer, mais les hommes font des choix. Même si toi, en tant que petit garçon, tu as été éduqué pour ne peut-être pas faire des tâches ménagères, mais en tant qu'homme, tu vois qu'il y a l'inégalité. Qu'est-ce qui t'empêche en tant qu'homme adulte de dire, moi, quand j'aurai ma femme, je ne laisserai pas ma femme tout faire. Moi, quand j'ai des enfants, je ne laisserai pas. Parce que en tant qu'homme, tu as vu l'inégalité. Reproduire l'inégalité dans son foyer ou en éduquant ses enfants, c'est un choix. Pour moi, délibéré des hommes adultes. Ce n'est pas le produit de l'éducation. Je prends beaucoup de distance par rapport à ça. Ça va. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, nous sommes avec Madame Cotiz Pierre, qui est l'auteur de ce livre « Être marié n'est pas le plan A ». Et s'agissant des idées féministes, Haïti a beaucoup d'histoire là-dessus. Et parce qu'il y a beaucoup d'organisations féministes en Haïti, Cotiz n'est pas un produit qui tombe du ciel. Qui tombe du ciel, mais elle est le fruit, ces idées du moins, sont les fruits d'une histoire haïtienne particulièrement et ardue en ce qui concerne le mouvement des femmes. Alors, l'histoire de la lutte des femmes en Haïti est aussi celle de la lutte pour la démocratie. Et contre les ingérences étrangères, parce que le premier mouvement féministe haïtien date de 1915, l'occupation américaine. Leur mobilisation pendant la période de l'occupation américaine, leur lutte pour l'égalité et la mobilisation du 3 avril 1915 sont autant d'éléments pouvant confirmer cette assertion. Cela est très important pour bien comprendre l'essence du féminisme en Haïti. Le slogan phare du 3 avril, « Si pas d'injustice, pas de la paix ». C'est ça. Montre comment les luttes féministes en Haïti sont porteuses de revendications féministes, donc sociales et humaines. Les femmes de 1986 avaient compris que le respect des droits des femmes serait illusoire dans une société où les droits de chaque individu sont bafoués, tout comme la paix sociale serait un leurre dans une société où les revendications des femmes, largement majoritaires, ne sont pas prises en compte. C'est ça, oui, les femmes ont toujours été les pionnières, ont toujours été devant lorsqu'il s'agit de lutter contre les injustices sociales, contre tout ce qui est inégalité de genre et le racisme et la colonisation. On a toujours été là, on n'a jamais été passive en fait. Depuis le début, on était présente. Depuis la guerre de l'indépendance, on était présente avec Sanité Belair et les autres femmes. On a toujours été là. Exactement. On a toujours été là. Alors, Cotiz, dans le contexte haïtien, tu soulignes abondamment dans ce livre les pressions dont les sociétés afrodescendantes haïtiennes exercent sur les femmes. Est-ce que tu penses qu'en 2026, c'est toujours la même chose? Ça n'a pas beaucoup changé, parce que
Par exemple, en Haïti, il y a toujours les inégalités de genre, il y a toujours une différence entre les salaires que les femmes et les hommes reçoivent, il y a toujours énormément de violences conjugales, énormément de féminicides, où un homme, juste parce qu'il soupçonne sa petite amie ou sa femme d'avoir été infidèle, il décide on en voit tous les jours, il n'y a pas énormément de changements. On voit également énormément de féminicides aux États-Unis, dans les communautés afro-descendantes. Au sein de la communauté haïtienne ici en France. Ça n'a pas énormément changé et on voit, et ce qui est encore plus dur, c'est qu'on entend les femmes avoir le même discours. Je suis avec cet homme, mais je dois rester mariée, je dois quand même le supporter. Oui, c'est vrai, il est violent, mais je dois rester. Le discours n'a pas changé, ou encore des femmes qui vous disent, j'en ai parlé à mes parents, à ma famille, ils me disent c'est comme ça le mariage, il faut supporter. On ne peut pas briser le foyer à cause des enfants, on ne peut pas briser le foyer parce que l'identité est liée. On a encore les mêmes discours en 2026 et que c'est extrêmement triste. Ça veut dire qu'on n'a pas assez porté un message libérateur, un message différent. Donc il y a encore beaucoup à faire. Bon, à mon avis. Oui, mais bon, pour être concret, dis-moi. Supposons qu'il y a une jeune fille haïtienne dans la communauté qui est mariée et qui est confrontée à des problèmes de toutes sortes et qui te raconte ses problèmes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'imagine que ça peut être concret. Il y a des femmes qui te contactent. Exactement, parce que je suis aussi une mentor. Donc, je mentore énormément de femmes haïtiennes et autres. Donc, je rencontre tout le temps ces problèmes de femmes qui sont victimes de violences conjugales, des femmes qui subissent aussi des violences économiques de la part de leur partenaire, qui leur interdit de travailler. Ou, voilà, oui, c'est encore très présent, c'est même pas ancien. En France? Évidemment. Évidemment, en France et partout. C'est très compliqué, en fait, de dire à une femme qu'elle a une autre identité en dehors du mariage. C'est tellement ancré. Une femme pense vraiment que son importance, sa valeur est liée au mariage. Et lui dire que tu peux continuer à être extraordinaire, à être puissante si tu sors de cette relation. Pour moi, c'est la partie la plus compliquée. D'accord, de leur dire que tu n'es pas lié forcément à ce mariage. Donc moi, ce que je fais souvent, je ne dis jamais à une femme de rester. Jamais. Si tu m'expliques que tes difficultés, la violence que tu subis dans une relation, je n'aurai jamais le discours comme nos pères, comme la société pour te dire de rester. Parce que les femmes qui restent, on voit ce que ça donne. Donc je prends le courage de dire aux femmes de partir. Je lui dis, tu peux partir et tu restes une personne extrêmement qui a de la valeur. Et évidemment, il y a des institutions qui accompagnent, il y a la police, il y a il y a plusieurs étapes avant qu'une femme parte. Mais je prends le courage de dire à une femme qui subit de la violence de partir. Ok. Et non, il y a beaucoup de violence au sein de la communauté haïtienne? Énormément de violence. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les garçons sont toujours éduqués pareil. Les hommes ont toujours le même discours extrêmement machiste et sexiste. Que les femmes, ils sont les chefs des femmes, ils sont supérieurs aux femmes. Que la femme n'a pas le droit de faire ci ou ça. Les discours, quand on les écoute encore, ça n'a pas énormément changé. Donc, et on les voit aussi dans les faits divers qu'il y a énormément de violence. Dans ce livre, tu parles beaucoup de l'autonomie économique pour les femmes. Et tu penses que ce paramètre-là peut contribuer largement à ce que les femmes jouent pleinement leur rôle dans un mariage? Oui, ça peut contribuer largement. Je pense que c'est un point très important que les femmes soient autonomes économiquement. Ça te permet d'avoir le choix de partir quand c'est très compliqué, d'avoir une prune pour la soif parce qu'il y a énormément de violence économique, comme je t'avais expliqué. Mais il n'y a pas que ça. C'est important aussi que dans la tête des femmes, qu'elles sachent que tu peux sortir de la relation. Tu n'es pas lié à cette personne, ta valeur n'est pas liée à ce statut. C'est ça le plus compliqué. Parce qu'on voit des femmes qui sont extrêmement autonomes, qui sont même des fois même plus aisées que leurs partenaires, qui restent dans des relations toxiques et violentes. Elles restent. Donc c'est pas vraiment une question toujours d'autonomie. C'est une question de mentalité. Il faut changer le discours qu'elles reçoivent. Et ça, je pense que c'est le plus important. Oui. Alors, je rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs, mon invité, c'est Madame Cotise-Pierre, qui est une entrepreneuse et écrivaine, féministe et maman aussi. Maman de trois filles. Oui. C'est-à-dire qu'elle est mariée elle-même, mais
elle n'en demeure pas moins qu'elle porte un regard très critique sur l'institution qu'est le mariage. Et Cochise, je me rappelle que tu as été Miss Vidéomax en 2006, Vidéomax. Oui. Est-ce que tu peux passer de Miss Vidéomax aux positions féministes? Il y a un pas. Et comment tu peux nous expliquer ce parcours de passer Miss Vidéomax à la féministe qui prend des positions très importantes sur le devenir de la femme? Alors, ce qui va être étonnant, c'est que quand j'ai été couronnée féministe aussi. Ah oui. Explique-nous ça. Je t'explique ça. La phrase que j'ai dite avant mon couronnement, c'est « on ne naît pas femme, on le devient ». Donc mon discours était axé sur ça. C'est le discours qui m'a élue en fait, qui m'a permis d'être élue et que beaucoup ont apprécié. Donc déjà, j'avais 22 ans, j'étais déjà une féministe. Mon discours était féministe et je prenais la parole, j'éclairais les femmes, je leur disais qu'elles avaient de la valeur, de s'affranchir des idées limitantes. Ça a toujours été mon discours en fait. Donc c'est une continuité. Et tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de scandales au sein même de l'institution Vidéomax. Tu le sais. Oui, parce que c'est les médias, parce que les rapports hommes-femmes, parce que des hommes qui dirigent, des femmes il y a énormément de scandales. C'est un peu à l'image du pays, à l'image de la société. Hein. Dès qu'il y a ce mélange d'hommes et de femmes, des hommes qui sont puissants, qui ont le pouvoir sur leurs employés, il y aura toujours des sujets. Hein. Donc, je ne suis pas choquée. Voilà ce que tu as écrit à la page 31. Plan B, briser des cycles. Toutes les femmes du monde connaissent une mère, une tante, une sœur, une grand-mère, une amie ou une proche qui endure un mariage toxique. Combien d'entre elles avons-nous vu pleurer, subir des violences de la part de leur mari, être trahies et humiliées dans leur mariage? Combien ont pris soin des enfants hors mariage, de leur partenaire, soigné des infections transmises par leur mari, mais aussi choisi de rester parce que c'était ce qui était attendu. Dans la communauté noire, c'est le sort de tant de femmes. Combien de mères noires ont été excisées, traumatisés par cette expérience et ont connu l'enfer pour donner la vie tout en perpétuant cette pratique sur leurs propres filles. Combien de bébés de sexe féminin ont perdu la vie entre les mains de leur grand-mère, gardienne d'une politique misogyne d'enfants uniques et de préférence pour les enfants mâles dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Vietnam ou le Pakistan. C'est pour cela que j'ai dit d'entrée de jeu que ton livre ne s'adresse pas seulement à nos compatriotes, mais c'est un livre qui expose les problèmes auxquels rencontrent les femmes du monde entier. Et dis-moi, d'où vient ce cosmopolitisme en matière de la défense des femmes? Eh bien parce que déjà je suis quelqu'un de très sensible, de très observatrice également, et je m'intéresse beaucoup à l'actualité dans le monde, je m'intéresse beaucoup au sort des femmes dans le monde. Donc d'abord chez moi, puis après pour comprendre que tout ce que nous vivons en tant que femmes noires, tout ce que nous vivons en tant que femmes haïtiennes, beaucoup d'autres femmes d'autres pays le vivent pareil. Donc j'ai compris qu'en fait qu'on était en face d'une sorte de monstre mondial qui est en train d'opprimer les femmes. Et là, je commence à m'informer, à rechercher pour voir ce qui se passe au Pakistan, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au Canada, et j'ai remarqué qu'on a les mêmes problèmes en tant que femmes et qu'il faut agir, pas seulement localement, mais globalement, en fait. Et que c'est un réveil qui doit être global, mondial, pour qu'on s'en sorte. Ok. Mais au sein de la communauté haïtienne, on sait que tu ne fais pas seulement des théories, tu fais des pratiques. Et parfois, est-ce que tu rencontres des difficultés avec les maris de ces femmes-là que tu conseilles? Oh, alors, j'essaie d'éviter les maris. C'est toujours mieux. Parce que je pense qu'entre femmes, on se doit protection. Donc, quand je mentor une femme, quand je conseille à une femme de reprendre confiance en elle, de lui rappeler qu'elle a de l'importance, évidemment, je lui rappelle qu'elle doit protéger aussi. On a un devoir de protection l'une envers l'autre. Parce que souvent, le bourreau, ce qu'il fait, il peut laisser la victime de côté et attaquer l'autre, la femme qui aide. Ça arrive très souvent que des femmes qui ont aidé ou des hommes qui ont aidé d'autres femmes ont été les victimes.
parce que le bourreau a la possibilité de le faire. Donc je dis souvent à ces femmes-là, protégez celles qui vous conseillent, protégez celles qui vous coachent, protégez celles qui vous libèrent. Donc si toutefois votre mari demande qui c'est, dites c'est un homme. Donc comme ça, ou c'est un policier, comme ça il ne va pas attaquer le policier. Donc j'évite les maris très souvent de mes mentorés. Ah bon? Oui. Je ne sais pas qui ils sont. Et en ce qui concerne l'histoire du mouvement féministe en Haïti, quel regard portes-tu? Je pense que c'est encore d'actualité. Donc on a encore plein d'organisations qui se battent, comme Néguès Marron, comme d'autres organisations qui sont en train de sortir. Et il y a encore beaucoup à faire. Donc on a gagné quelques batailles, mais encore beaucoup à faire. On a le droit de vote, mais est-ce que les femmes votent? Les femmes ne votent pas, donc elles ne vont pas voter. On a le droit de vote, mais est-ce que les femmes votent les femmes? Donc c'est encore un sujet. Donc les femmes vont dire que moi je préfère voter un homme parce que la femme n'a pas la capacité d'eux. On s'est battu pour que les femmes aient le droit d'avoir le même salaire que leurs collègues qui ont les mêmes compétences. On n'en est pas encore. Donc, on a beaucoup encore à faire. Et je pense que c'est un vaste champ d'action qu'on peut prendre chacune. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais écoute, tu sais que lors des dernières élections, opposant Michel-Joseph Martelly et Madame Maniga, 75% des femmes haïtiennes ont voté pour Michel-Joseph Martelly. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc ça illustre mon sujet. Donc c'est vrai qu'on a eu le droit de vote, on s'est battu pour l'avoir. Maintenant, c'est un autre pan de faire que les femmes votent les femmes, de faire que les femmes votent déjà tout court. Parce que souvent, on a dit aussi aux femmes que la politique, c'est pour les hommes. Et aussi, on voit que la politique, c'est pour les hommes. Tous les présidents, pratiquement, qui sont passés en Haïti sont des hommes. Donc, la majorité, voilà. Donc, on voit que c'est une affaire d'hommes. Donc, il y a encore ce discours à déconstruire pour que les femmes puissent voter femmes et voter déjà tout court. Donc, c'est pour ça que beaucoup ont voté... Et c'est arrivé aussi aux États-Unis, à vrai dire. Beaucoup de femmes ont voté Donald Trump. Parce qu'il y avait Kamala Harris en face. Donc, Et comment tu expliques ça? Eh bien, c'est la déconstruction dans le sens qu'on a vraiment été éduqués et programmés en tant que femmes pour voir que le pouvoir est masculin. Que ce soit par les religions, que ce soit par nos pères, le pouvoir est masculin. C'est ce qu'on a toujours vu autour de nous. Aux États-Unis, il n'y a pas un seul président, il n'y a pas eu une seule présidente. En France, il n'y a pas une seule présidente. Et quand on voit un regard mondial, les hommes sont au pouvoir. Donc, quand tu n'as aucune représentation féminine au pouvoir déjà, et quand tu as des religions, des institutions qui te disent que la femme doit rester au foyer, le rôle de la femme est ci, le rôle de la femme est ça, c'est compliqué en fait d'avoir un réveil aussi de toutes les femmes pour dire écoutez, les femmes aussi peuvent diriger. Donc ce sont les messages qu'on a reçus qui nous ont tellement programmés qu'on ne peut pas encore voter les femmes. Il y a encore beaucoup à faire. Alors, tu écris à la page 57, dans un monde où les femmes sont souvent découragées de revendiquer leur place et de s'asseoir autour des tables, de promouvoir, il est essentiel de pousser avec force contre les barrières sociales et sexistes qui nous sont imposées, de passer par la fenêtre quand les portes sont fermées, de venir avec sa propre table et ses chaises lorsqu'il n'y a plus de place. Il faut foncer et pousser les murs. C'est-à-dire que tu utilises beaucoup de métaphores pour faire comprendre à tes lectrices et lecteurs la situation des femmes en Haïti. Mais au-delà, est-ce que en Haïti, nous n'avons pas un problème au préalable qui est un problème crucial que celui de la pauvreté, qui touche la gente féminine et la gente masculine? Est-ce que ce n'est pas ça d'abord le combat initial, de lutter contre la pauvreté et puis après on entame les questions féministes? Je ne vois pas pourquoi les femmes doivent être en seconde position. Les femmes sont des êtres humains, je veux dire, égaux. La première proposition, c'est hommes et femmes. Je parle de l'égalité dans une société. Hommes et femmes, je parle les deux. Et la pauvreté attaque tout le monde en Haïti, que vous soyez encore hommes plus et femmes. Les femmes. Encore plus les femmes. Oui, je suis d'accord. Ouais. Évidemment, la pauvreté... Haïti est un pays tellement compliqué où il faut toucher à tout, déjà.
C'est un pays. Je suis d'accord. Il y a tellement de sujets prioritaires. Donc, après, ce que je peux juste dire, oui, c'est un sujet prioritaire et crucial, mais rien n'empêche de le faire en même temps. Parce que les femmes n'ont pas besoin d'attendre qu'on résolve un problème avant de penser à elles. On peut justement résoudre en pensant aux femmes en tant qu'êtres égaux par rapport aux hommes, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin d'attendre, de résoudre. De mener un combat contre la pauvreté. Non. Et ensuite. Tu penses qu'on peut mener les deux? Mais il faut faire les deux. Là, les femmes n'ont pas besoin d'attendre. Elles sont déjà. On est déjà là. On existe en fait. On est vraiment là. On ne sommes pas les hologrammes, je veux dire. Ok. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, nous sommes toujours en compagnie de Madame Cotise-Pierre, qui est écrivaine, qui vient d'écrire un livre. Et Être marié n'est pas le plan A. C'est un livre de plus de 200 pages qui a beaucoup d'idées et qui pousse les femmes non seulement à être autonomes, mais aussi à ne pas se laisser faire lorsque les hommes se montrent très imprudents à les frapper et parfois même à violer leurs droits naturels. Et dans ce livre, non seulement vous expliquez les mécanismes, mais aussi vous exhortez les femmes à ne pas les accepter. Et quand on parle des femmes en Haïti, il faut savoir qu'il y a toute une idée et qu'il y a eu des féministes haïtiens qui avaient pris à bras le corps ce combat. Et Madame Cotise-Pierre n'est ni plus ni moins l'héritière de cette ligne sociologique qui consiste à défendre les femmes haïtiennes, et ce depuis l'occupation américaine en 1915. Pourquoi 1915 ? 1915, c'était un viol caractérisé du territoire national. Évidemment, les femmes ont pris toute leur part dans le combat contre l'occupant. Et on a la Ligue féminine. La Ligue féminine avait des délégués dans les différentes villes de province. À Port-de-Paix, en février 1935, il y avait Colbert, Saint-Cyr comme présidente. À Saint-Marc, en septembre 1935, il y avait Jérôme Adé. En octobre 1936, Madame Albert Stacco présidait la délégation des CAI. À Port-au-Prince, le comité de direction était composé de Madeleine Sylvain Bouchereau. Madeleine Sylvain n'est ni plus ni moins, et la fille du grand poète haïtien Georges Sylvain, Alice Gaout et Fernande Bellegarde, entre autres. Toutes les personnes qu'on vient de citer là, c'est la fine fleur de la bourgeoisie haïtienne en quelque sorte. Et qu'est-ce que tu en penses de cette lignée qui a défendu le droit des femmes? Je pense que comme elles étaient aussi des privilégiées, lorsqu'on est privilégié, on a plus d'espace pour prendre la parole, pour mener le combat. Par exemple, moi, de ma position, je suis une privilégiée. Je suis une femme mariée, donc j'ai coché toutes les cases. J'ai été mariée, j'ai 3 enfants, je suis mère. Donc, lorsque tu es privilégiée, tu es une nantie dans un système, tu peux plus facilement faire sortir les sujets qui ne fonctionnent pas et faire porter ta voix. Et je les remercie, je pense que leur combat était un combat pas seulement de la bourgeoisie, mais pour toutes les femmes. Mais elles avaient les privilèges et la facilité de porter le mouvement. C'est pour ça que les fines fleurs ont été aussi, étaient aussi bourgeoises. Mais ça ne veut pas dire que les femmes de la paysannerie ou les autres femmes ne se battaient pas. Sauf que leur action n'était pas assez portée, n'était pas vue par les médias. Parce qu'on s'est toujours battu, même individuellement, même pour nos familles. Oui, très bien. Et comme toujours avec Madame Cotise-Pierre, les idées coulent de source, et surtout en particulier de la lutte féministe en Haïti. Et je rappelle à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ce livre propose 26 plans aux femmes pour apprendre à se choisir et à poursuivre leurs rêves. Parmi eux, un plan A pour s'aimer. Oui. Un plan B pour apprendre à briser les cycles. Un plan S pour sororiser. Un plan R pour se reposer. Et il est destiné aux femmes mariées, aux femmes célibataires, aux veuves, aux femmes divorcées, aux parents de filles et aux hommes qui veulent redécouvrir la puissance des femmes. C'est ça, oui.
Le mariage peut venir ou pas, ce n'est pas important. L'objectif est de vivre pleinement et être heureuse. C'est ça. C'est exactement cela. Je ne peux pas ajouter autre chose parce que c'est le bonheur qui compte et on ne pourra pas tous être mariés, on ne pourra pas toutes être mariées et ça ne veut pas dire que notre vie s'arrête là ou que notre valeur non plus n'est pas définie. Tu as 3 filles, hein? J'ai 3 filles, oui. Et ça doit être très dur pour elles. Parce que là, elles ont une mère, non seulement qui a une théorie, qui a une pratique, et je dirais même qui a des idées progressistes en ce qui concerne leur rôle qu'elles devraient jouer dans un mariage. Est-ce que c'est pas lourd pour les enfants, pour tes filles? Est-ce que c'est pas un peu lourd? Alors déjà, mes filles sont trop petites pour entendre parler de mariage. Je ne leur parle jamais de mariage. C'est déjà ça que je brise parce que je sais que c'est ça, briser des cycles. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des filles qui ont l'âge de mes filles, 10 ans, 6 ans, qui entendent leur mère leur parler de mariage, leur dire qu'il faut faire ci, faire ça. Et parce toi, que tu ne fais pas ça? Je ne ferai jamais ça. Je les éduque comme des êtres libres. Elles se marieront si elles veulent et elles n'ont pas besoin d'entendre ce discours à 6 ans, à 10 ans. Elles vont jouer, elles vont s'amuser, elles vont savoir qui elles sont, elles vont apprendre à s'aimer, elles vont voyager, il n'y a pas de pression. Et c'est là déjà un début. Et je trouve qu'elles sont très chanceuses d'avoir une mère qui leur donne toute cette liberté d'être, d'agir, de bondir. Elles sont très chanceuses. Ok. Mais est-ce que la liberté dans un mariage est équivalente? Est-ce que c'est la même chose pour un homme ou une femme? Alors, ça devrait être la même chose, c'est justement ça le point. La liberté devait être la même chose pour un homme et pour une femme, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie en général, que ce soit dans le travail, que ce soit partout. C'est ça le sujet justement, qui n'est pas cette politique de 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de rapport homme-femme. Donc si je suis mariée à toi, nous sommes 2 adultes, tu es libre, je suis aussi libre que toi. Il y a aussi la réciprocité, il y a l'équité, l'égalité dans un mariage. Donc, et comme on sait que c'est différent pour un homme est beaucoup plus libre de ses mouvements quand il est marié, tandis que souvent la femme est enchaînée, il faut redéfinir les mécanismes de l'institution. C'est justement ça l'objectif. Ok. Et pour écrire un livre comme ça, qui est bien documenté, les idées sont bien articulées, parce que moi c'est ce qui m'avait frappé. Et lors d'une première lecture de ce livre, on a fait beaucoup de recherches. Oui, c'est important. C'est important de faire beaucoup de recherches, c'est important de lire d'autres femmes aussi. Donc j'ai beaucoup lu d'autres femmes et je fais beaucoup de recherches dans l'actualité, dans les livres d'autres femmes que d'autres femmes ont écrits. J'ai aussi eu des témoignages, je suis allée dans les témoignages que j'ai reçus. Donc c'est énormément de données, de données concrètes dans ce livre. Oui. Ça se voit dans ce livre. Oui. Et dites-moi, est-ce que tu as lu Simone de Beauvoir? Ça a été l'un des premiers livres que j'ai lu, oui, Simone de Beauvoir. Oui, Le deuxième sexe. Ok. C'est un classique. Comment tu peux expliquer les idées qui dominent dans ce livre? Est-ce que tu ne penses pas que les hommes devraient lire ce livre aussi? Oui, ils devraient le lire et aussi devraient lire le mien parce que, en tant que, privilégié, on a besoin de savoir ce que l'autre ressent, l'autre qui se sent opprimé. Qu'est-ce qu'elle vit, quelle est sa réalité, parce que ça vous permet peut-être de lâcher prise. Je pense que c'est important de lire les livres des femmes féministes, d'écouter aussi les paroles des femmes féministes, des femmes qui souffrent tout court. Parce que, puisque souvent le discours est porté en face contre les hommes, parce que malheureusement, c'est ça, nous sommes que 2 gens sur Terre, donc si je dis que je souffre, c'est que forcément j'ai quelqu'un qui me fait souffrir. Donc il faut écouter le discours de l'opprimé pour peut-être ouvrir les yeux, comprendre, agir différemment. Donc, c'est un livre, je pense que les hommes devaient commencer à lire des livres de féministes. C'est très important. En ce qui concerne la communauté haïtienne de France, et en particulier nos institutions ici, c'est-à-dire l'ambassade, le consulat, le CORECOF, vous avez été abondamment invités pour parler de ce livre. Oui. Mais est-ce que, malgré toute cette communication autour de ton livre, est-ce que tu penses que les secteurs
qui subit plus de la violence n'est pas au courant de la somme qui est dans ce livre. C'est-à-dire des idées que tu as développées dans ce livre qui, en quelque sorte, tu as épousé leur cause. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est toujours une petite élite, et garçons comme femmes, qui vient dans tes banquets autour de ton livre? C'est toujours une petite élite, c'est vrai. Mais je pense que c'est un travail que moi, je dois faire. Parce que lorsqu'on est déjà, on évolue en vase clos, on est déjà dans ses idées, donc, par exemple à l'église, donc il faut que j'aille les rencontrer. J'ai déjà fait quelques événements avec de femmes chrétiennes, des femmes qui ont des idées très limitées sur le mariage, et quand elles écoutent mon discours, on voit la lueur dans leurs yeux, elles ont compris. Ce que j'ai vu, c'est que quand je parle du sujet, quand je vais rencontrer d'autres types de communautés ou d'autres secteurs, automatiquement ils comprennent. Mais voilà, c'est un travail que moi, je dois faire et que d'autres partenaires peuvent m'aider à faire pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres femmes au sein de la communauté haïtienne de France qui épousent non seulement ta cause, mais aussi qui t'aident dans la vulgarisation, je dirais même de la sensibilisation auprès de nos compatriotes féminines? Énormément, c'est extraordinaire. J'ai énormément de femmes de la communauté qui m'aident. Donc déjà, tu sais que j'avais été nommée femme active modèle en 2024. Donc il y a toutes les femmes de l'organisation de Grâce Production qui m'aident. Il y a toutes mes connommées qui sont en train qui m'aident, qui m'invitent à des événements, qui me disent là il y a une opportunité. Donc, vraiment, j'ai une belle communauté de femmes et d'hommes qui m'aident à vulgariser mon message. J'estime que je suis bénie et très chanceuse. Et par les temps qui courent en Haïti, où nous avons toutes sortes de problèmes, surtout des problèmes politiques, est-ce que ton discours est-ce qu'on en parle en Haïti? Parce que j'ai constaté que tu as beaucoup de fans en Haïti, même des femmes qui soutiennent ta cause en Haïti. Mais est-ce qu'il y a, à cause des problèmes politiques, est-ce que là, tu peux pas entrer pour aller parler de ton livre en Haïti? Comment tu expliques tout ça? C'est toujours le même problème avec les Haïtiens. Nous sommes à l'étranger, mais c'est très difficile d'aller au pays pour faire entendre notre son de cloche. Alors, heureusement qu'on est à l'ère numérique. Je ne peux pas être là physiquement, mais j'ai encore des groupes de femmes qui écoutent mes vidéos. Je parle par des vidéos aux femmes qui sont en Haïti. J'ai envoyé mes livres en Haïti. Il y a beaucoup de femmes qui ont lu. Mon livre est disponible en version numérique, donc elles lisent en fait. C'est dommage que je ne puisse pas encore rencontrer physiquement mes sœurs, mais je suis très présente, elles sont très présentes. Et c'est très difficile certainement là-bas, mais ça n'empêche pas qu'on ait ce lien entre nous. Il y a 3 lectures que l'on puisse faire de ton livre, chère Cotise Pierre. D'abord, cet appel solennel à ne pas croire que le mariage n'est pas une panacée, bref, à être vigilante à tout point de vue. Deuxième lecture, qui réside même dans les différences fondamentales entre un homme et une femme, bref, la fameuse subdivision sociétale qui catégorise la femme dans son rôle de mère. Là-dessus, tu ne mâches pas tes mots et tu vas droit au but. Et la dernière lecture, les lecteurs, plutôt les lectrices, sont plongés dans une véritable initiation aux pièges qu'il y a dans le mariage. C'est un livre très intéressant où émergent des idées progressistes, surtout un témoignage sincère sur la problématique de mariage, donc net, hommes et femmes. Ton livre est incontestablement un succès, et ce, dans toute communauté, car ce livre est avant tout un livre que l'on peut mettre entre toutes les mains, car elle concerne les femmes du monde entier, aux Antilles françaises, Guyane, africaine, en Inde et partout. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est la capacité de l'autrice qui est avec nous sur ce plateau de prouver que ce qui est important chez un individu, qu'il soit un homme ou une femme, c'est l'éducation. Là, tu penses vraiment que le point central dans la vie d'un homme ou une femme, c'est l'éducation. Oui. Et tu dis quelque part, pour une femme, c'est encore plus important. Parce que ça conditionne sa liberté. Et tu diras même
son épanouissement dans un mariage. Oui, c'est important parce que le monde sait que c'est important. Si on voit l'histoire un petit peu de l'oppression des femmes, donc il y a un point central, c'est que dans la majeure partie des communautés, on avait interdit l'éducation aux filles, aux petites filles, quelle que soit la communauté. On peut trouver cette constante en France, on peut la retrouver en Haïti, peu importe là où on va, on a interdit aux filles d'aller s'instruire, ou on a privilégié les garçons sur les filles. Et là maintenant, en Afghanistan aujourd'hui par exemple, on interdit dès 12 ans à une fille d'aller à l'école. Donc on sait l'importance de l'éducation. Lorsque tu es éduqué, lorsque tu as accès aux connaissances, évidemment, ton esprit se libère. Évidemment, tu prends le temps aussi de comprendre les réalités et les complexités de la vie. Tu prends le temps de te connaître également. Tu ne t'engouffres pas n'importe comment dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel contrat. Donc, l'éducation, c'est la clé d'émancipation de n'importe quel individu. Il faut être curieuse sur ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à apprendre. Donc, pour une femme, on peut passer sa vie à étudier. Chère Madame Pierre, tu dois être très contente et optimiste, car selon les derniers sondages et les dernières études sur l'éducation en Haïti, et je fais référence aux dernières études de l'UNESCO, dans toute catégorie, en Haïti, c'est les femmes qui réussissent le mieux. Il y a plus de femmes qui vont à l'école, c'est-à-dire que la tendance sociologique s'est renversée. Les femmes, non seulement sont plus nombreuses à l'école en Haïti, et maternelle, même à l'université, et les femmes sont plus sérieuses, comme on dit, à l'école. Pas seulement en Haïti. Il y a le même constat aux États-Unis, en France, partout. Les femmes sont les plus diplômées, les doctorants, les masters. Parce qu'on nous avait ravi ce droit d'étudier. On a toujours voulu étudier. Les femmes sont curieuses. Les femmes sont des créatrices. Donc quand tu ravis ce droit, je pense qu'on a envie, on est affamé de connaissances. C'est pour ça qu'il y a aussi on tire notre revanche en fait sur la vie, sur le fait qu'on a été opprimés. C'était un droit naturel d'aller étudier. On nous l'avait ravi. Et là, on dit qu'on est des êtres puissants. On sait faire. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, de nous regarder sur la chaîne communautaire H-Live, et savent que nous avons des séquences nous allons prendre 10 minutes, toujours en compagnie de Cotis Pierre, pour faire un peu de l'actualité littéraire, politique et même les pages des relations internationales. Alors, Cotis, première séquence, dis-moi, dans les actualités françaises ou haïtiennes, est-ce qu'il y a un écrivain ou une écrivaine qui a retenu ton attention par ses actualités littéraires? Oui, bon, évidemment, je ne peux pas passer à côté de Yannick Lahens avec son dernier roman Les Passagères de la nuit. Je suis en train de lire, de tout ça extraordinaire. Et elle aurait dû avoir ce prix. Bon. Il a eu un prix. Elle a eu un prix. Le prix qu'elle visait, c'était le prix. Le Goncourt. Et voilà, je pense qu'elle aurait dû avoir. Oh oui, mais tu sais, le Goncourt, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais l'essentiel, Cotis, c'est que nous avons eu, en l'espace de 5 ans, 3 compatriotes écrivains qui ont été finalistes au prix Goncourt. C'est pas mal. Mackenzie Orsel, Louis-Philippe d'Alembert et Yannick Lahens. Et Yannick Lahens, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent, Yannick Lahens a eu le prix Goncourt de l'Académie française. Et pas le Goncourt, peut-être que ça viendra. Ça va venir. Et deuxième séquence, peux-tu recommander au public féminin un livre sur les problématiques féminines en général? Alors, déjà, ce serait le mien. Mais j'ai un autre aussi, je pense qu'il est très court et facile à lire. C'est un livre de Chimamanda, c'est une romancière nigériane, je crois. Son livre, très petit, Nous devons tous être féministes. Et là, vous avez un regard global sur ce qui se passe. Ce serait pas mal. Cher Cotis Pierre, dis-moi, dans les actualités internationales, est-ce qu'il y a une actualité que tu peux commenter et faire partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent?
Plutôt une inquiétude sur la toute-puissance des États-Unis. Parce que le dernier enlèvement rapte du président vénézuélien, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Et je ne sais pas où on va en tant que terrien, en tant que nation. Je ne sais pas où on va. Ça ouvre tellement de brèches pour que n'importe quel président qui s'estime puissant ou qui a la bombe nucléaire puisse violer la souveraineté de n'importe quel pays. Je ne sais, je suis très inquiète en fait sur l'avenir mondial. Okay. Ça prouve que tu ne t'occupes pas seulement des questions féministes et féminines, tu regardes l'actualité avec un œil percutant. Alors, Kouchiz, est-ce que tu peux choisir, tu vas lire pendant 1 ou 2 minutes, n'importe quel texte dans ton livre, et c'est à toi. Ok. Je vais lire... Je vais ouvrir n'importe... Se reposer, le plan R. Se reposer, c'est à la page 137. Nous vivons dans un environnement où la surcharge de responsabilités, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sociale, nous maintient dans un état d'agitation perpétuelle, de fatigue et de carence en sommeil, ce qui affaiblit souvent notre système immunitaire, qui provoque de longues périodes de dépression et diminue notre longévité. Le manque de sommeil est particulièrement flagrant à différentes étapes de la vie d'une femme. Les jeunes mamans, en particulier, dorment très peu, faute d'un soutien communautaire et à cause d'un système capitaliste qui pousse tout le monde au travail. Il est bien connu qu'une mère en manque de sommeil représente un risque, aussi bien pour elle-même que pour son bébé. Et pourtant, les jeunes mères sont abandonnées à leur sort, sans aucun village et sans ressources, tout en étant poussées à procréer encore et encore pour alimenter le capitalisme en main-d'œuvre. L'année dernière, le président français a même osé évoquer le concept de réarmement démographique pour relancer la natalité. Je ne sais pas si ça... Oui, c'est bien. C'est bien? Oui, oui. Donc, j'écoutais attentivement. Là, tu viens de faire découvrir une autre angle dans ton livre. Oui. Et tu parles pas seulement du mariage, des problèmes, mais aussi la qualité de vie d'une mère qui doit... qui a besoin de se reposer. Qui a besoin de se reposer pour pouvoir mieux s'occuper de ses enfants. Et d'elle-même aussi. Et d'elle-même aussi. Et Kouchiz, voilà, je te présente un recueil de poésie de Philippe d'Alembert, oui. Et tu vas choisir un poème que tu vas lire. Okay. Et puis, ça fait partie de l'exercice. Okay. De nos séquences dans cette émission de Haïti littéraire à l'antenne. Lettre à ma grand-mère. Je t'écris avec ces mots que vous m'avez appris au petit matin de la vie, rieurs et insoumis, généreux, graves aussi. Quand les étoiles filent trop bas, mots ardents tels buissons, qui ensemencent le vagabondage dans l'absence de vos bras. Raconte-moi, Kiki Morelia, parle-t-elle encore de Barahona, de Camagüey, de Santiago de Cuba? Oh, mon cubain, me disait-elle, enfant, pour flatter ma mâle fierté. Et aussi d'Hermanos Antonio, des tours que sa matrice rebelle jouait à la Genèse et à l'aïeul Lorvana. Sa vie tumultueuse a enjambé tant de rivières, tant de soleil en crue. S'attardait parfois, ses pas, à la lisière de nos nuits, ressassant les souvenirs d'autrefois, pareil à des songes d'aveugles. Merci, Kouchiz. Tu peux faire une très bonne lectrice dans une pièce de théâtre. Et je rappelle, c'est l'un des recueils de poésie de notre compatriote Louis-Philippe d'Alembert, En marche sur la terre. C'est publié aux éditions Bruno Doucet. Et le dernier recueil de poésie de Philippe d'Alembert, L'obscur soleil des corps. Et pour dernier recueil de poésie de notre ami Mackenzie Orsel, écrivain haïtien, finaliste prix Goncourt, Mur, Métamorphose. Et on peut continuer, évidemment, le livre de Kouchiz, Être marié n'est pas le plan A. Et nous avons le livre de Dieu Lemerson Petit Frère qui vient de soutenir sa thèse à la Sorbonne sur la littérature contemporaine haïtienne. Et nous avons aussi notre
celui qui a décédé, Jean-Claude Charles. C'est publié aux éditions Legs. Je découvre Jean-Claude Charles, c'est un livre très intéressant et c'est publié aux Legs éditions. Et dans les pages politiques, nous avons le livre de l'ancien ambassadeur de la République d'Haïti en Allemagne et en Italie, Maître Emmanuel Charles, les élections de 1987. C'est très important. Et dans le registre des romans, le dernier roman de notre ami et Néhémie Daromé, L'ordre immuable des choses. Je suis en train de le lire. Ça, c'est une plongée dans la sociologie scolaire haïtienne. C'est un livre qui doit être dans les mains presque de celles et ceux qui s'intéressent à l'actualité haïtienne. C'est publié aux éditions Seuil, Néhémie Daromé, L'ordre immuable des choses. Et nous avons un essai aussi, publié toujours aux éditions Seuil, c'est Haïti brisé, le piège et colonial. C'est de la part du professeur Frédéric Thomas, un habitué des questions haïtiennes. Et enfin, nous avons le livre de notre ambassadeur, ancien ambassadeur de la République d'Haïti au Chili, Le droit de l'énergie en Afrique, c'est Monesti Junior Fanfil et c'est publié aux éditions L'Hamatan. Alors, et enfin, le livre de Madame Michaëlle Lafontan, Fantaisie, si vous voulez découvrir les peintures de l'ancienne ministre conseiller à l'ambassade de la République d'Haïti en France, eh bien c'est le moment, car elle vous propose un très bon voyage. Et pour finir, j'ai reçu cette contribution, L'encrier sans renverser, et c'est un mariage magnifique, et en particulier des Irène. Un très beau article, voilà. Merci, et Kouchiz, un mot pour terminer. Eh bien, le mot, c'est un mot de remerciement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et d'honorer mon livre. Donc, je vous dis que le livre est disponible sur Amazon si vous voulez la voir. Et c'est un livre qui est vraiment dédié à tout type de personnes, femmes, petites filles, hommes et femmes mariées, quel que soit le statut. Donc, c'est un livre à lire. Merci encore. Et je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez procurer le livre de Madame Kouchiz-Pierre, sachez qu'elle sera en vente signature à Creil le 31, samedi 31 janvier, et c'est chez Chantal Guerrier qui, comme d'habitude, chaque année, honore les héros haïtiens par l'intermédiaire d'une soupe, et ce sera à Creil, et Kouchiz-Pierre sera là pour vous dédicacer son livre. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Haïti littéraire à l'antenne. Voilà.